la deuxième partie de l'exposé concerne la lecture financière des tableaux de flux de trésorerie. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en matière d'analyse financière, l'analyse fondée sur les flux a constitué réellement une véritable révolution. On n'avait pas pour habitude, effectivement, de faire l'analyse financière par ce biais-là. Et donc, cette analyse des flux, elle applique une démarche de trésorerie à partir de la variation des comptes de bilan entre deux dates d'arrêter les comptes. Selon cette démarche, on a par exemple un industriel qui a à choisir entre un investissement immobilier et un investissement lié à l'activité de son entreprise. Il privilégiera systématiquement le second, dans la mesure où il apporte vite des flux de recettes autorisant une croissance plus rapide. En fait, la démarche en flux, elle privilégie les investissements dont le retour est rapide. Dans cette optique, un investissement, il ne représente pas l'achat d'un patrimoine destiné à être consommé par l'entreprise. Il constitue en fait une renonciation à une liquidité immédiate destinée à secréter ultérieurement une liquidité plus importante par les flux de l'exploitation courante ou du fait des liquidités dégagées par la cession de l'actif. Cette notion, en fait, elle privilégie la notion éphémère de flux et non plus les concepts pérennes d'actifs et de patrimoine. Elle apprécie en fait le gestionnaire qui accélère la rotation des capitaux et minimise les emplois par rapport aux ressources dégagées. Alors, si dans une optique patrimoniale, il est possible de considérer comme un bon placement la conservation d'un stock ayant une valeur de revente importante, la démarche en flux, elle mettra l'accent sur l'immobilisation des fonds investis dans ces stocks, qui constituent réellement une perte potentielle, aussi longtemps, naturellement, que la vente du stock n'a pas été réalisée. Alors, ces techniques, en fait, d'analyse financière, elles ont connu une évolution considérable. La première technique développée avait pour but de mettre en évidence la capacité d'autofinancement et la variation des différents postes de haut de bilan. On obtenait donc à l'époque un tableau de financement qu'on appelait également tableau d'emploi et de ressources. Aujourd'hui, il faut savoir que cette pratique a quasiment été abandonnée et l'accent est plutôt mis sur les liquidités positives, les flux de liquidités positifs ou négatifs qui sont liés aux différentes fonctions de l'entreprise, fonctions d'exploitation, investissement ou financement. C'est une innovation majeure dans l'analyse financière de ces dernières années. Alors, le tableau de flux de trésorerie selon la norme IAS 7, qui est une norme française de comptabilité. Cette approche, en fait, elle est quasi similaire à celle qui est adoptée par la norme américaine, SFAS 95. Le principe est assez simple. L'objet de ce tableau, en fait, est d'être le plus proche possible de la réalité financière en appréhendant les véritables flux de trésorerie. On retrouve donc les grands processus de l'entreprise, les flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie d'investissement et les flux de trésorerie de financement. Alors, je vais vous montrer un tableau, en fait, qui rappelle le classement des flux suivant les différents processus. Donc, en première colonne, on a les fonctions et ensuite, on a la caractérisation de ces flux. La capacité d'autofinancement, c'est un flux d'exploitation. La cession d'un actif est un flux d'investissement. L'augmentation de capital est un flux de financement. La distribution de dividendes est un flux de financement. L'acquisition d'immobilisation est naturellement un flux d'investissement. La variation du besoin en fonds de roulement est un flux d'exploitation. Et la variation de l'endettement net est un flux de financement. En fait, ce qu'on constate, c'est que la fonction exploitation, elle constitue une catégorie fourre-tout de tout ce qui n'a pas été classé soit en investissement, soit en financement. La fonction exploitation, elle intègre, outre les éléments d'exploitation stricto sensus, des charges financières et l'impôt sur les sociétés, qui, en pure logique, devraient être classés dans la fonction financement ou dans une fonction de répartition. La fonction d'investissement, quant à elle, apparaît comme un solde à financer, voire exceptionnellement, évidemment, comme un excédent de financement. C'est une différence entre les investissements et les désinvestissements. Et la fonction dite de financement, elle apparaît comme l'excédent des ressources financières, endettement nouveau, quelle que soit l'échéance, augmentation de capital, sur les emplois financiers. On a une première méthode de présentation qui la présente selon la méthode indirecte.
Cette méthode consiste à partir du résultat net pour arriver au flux de trésorerie provenant de l'exploitation. Donc, je vais vous présenter un autre tableau. Donc ça, c'est effectivement la méthode indirecte. Donc, selon la méthode indirecte, on procède de la façon suivante. On prend le résultat net, on retranche les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés net des reprises, c'est-à-dire qu'on soustrait les reprises des dotations d'amortissement. On retranche également les plus-values de cession et on obtient donc la capacité d'autofinancement. De cette capacité d'autofinancement, on va retraiter la variation du besoin en fonds de roulement et ça donnera donc le flux de trésorerie provenant de l'exploitation. Pour toutes ces notions de capacité d'autofinancement et de besoin en fonds de roulement, je vous renvoie à d'autres lives. Si vous allez sur vos espaces élèves, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de lives qui vous permettent d'aborder de façon très précise ces notions-là. On n'a pas trop le temps de s'y attarder aujourd'hui. Donc, ce premier calcul, comme je vous le disais, il donne le flux de trésorerie provenant de l'exploitation. Ensuite, on a les opérations d'investissement. On a des acquisitions d'immobilisation corporelle et incorporelle. On retranche les cessions d'immobilisation corporelle et incorporelle et on intègre également la variation des immobilisations financières. Et ça, évidemment, ça s'appelle le flux d'investissement. Et enfin, on a les opérations de financement qui sont constituées par les augmentations de capital, les dividendes versés et les effets de variation de taux de change et de périmètre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la variation de l'endettement net, il se compose de la façon suivante. Je vais vous présenter un autre tableau pour la variation de l'endettement net. Donc, la variation de l'endettement net, il se calcule de la façon suivante. On a l'endettement net à l'ouverture. On retranche les remboursements des emprunts à court, moyen et long terme. On a les nouveaux emprunts à court, moyen et long terme. On retranche les variations des valeurs mobilières de placement. La variation également du disponible. Et donc, ça donne l'endettement net à la clôture. Alors ensuite, on vient de voir la présentation par la méthode indirecte. Là, je vais vous présenter une autre façon de présenter les tableaux de flux de trésorerie, qui est la présentation selon la méthode directe. En fait, il répond globalement à la même philosophie de fonctionnement, mais le calcul des flux provenant de l'exploitation se fait directement, ce qui est autorisé par les comités comptables, mais qui est relativement peu fréquent dans la pratique. Donc, je vais vous présenter un nouveau tableau qui concerne cette fois-ci la méthode directe. Donc, on part effectivement dans ce cas-là de l'encaissement des clients et on retranche le règlement des fournisseurs et des frais de personnel décaissés. Et là, on obtient effectivement l'excédent de trésorerie d'exploitation. Ensuite, toujours le même procédé, on a l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles, les cessions d'IMO, les variations d'immobilisation financière et on obtient donc le flux d'investissement, duquel on retranche les charges financières nettes des produits financiers, les charges exceptionnelles nettes des produits exceptionnels, l'impôt sur les sociétés, on ajoute l'augmentation de capital, et on retranche enfin les dividendes versés. Et on obtient donc la variation de l'endettement net. Donc ça, effectivement, comme je vous le disais, c'est la présentation des flux de trésorerie par la méthode directe. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons constitué la variation de trésorerie d'exploitation en partant du résultat net de l'exercice corrigé. Ce tableau indique, quant à lui, les encaissements et décaissements relatifs aux opérations d'exploitation enregistrées pendant la période. C'est la méthode soustractive et directe. La différence fondamentale entre les deux approches est que dans le premier tableau, je ne sais pas si vous vous souvenez, on inclut le résultat financier et l'impôt dans la notion de flux de trésorerie provenant de l'exploitation, alors que dans la seconde présentation, la méthode directe, ces éléments ne sont pas inclus dans l'excédent de trésorerie d'exploitation, mais comptabilisés en toute fin pour aboutir à la variation de l'endettement net. Donc globalement, on pourra raisonner de la façon suivante. C'est-à-dire le solde des encaissements clients, règlement fournisseur et frais de personnel est égal à l'excédent de trésorerie d'exploitation, qui lui-même est égal à l'excédent brut d'exploitation diminué de la variation du besoin en fonds de roulement. Enfin, la capacité de financement, elle est égale à l'excédent brut d'exploitation diminué des charges financières nettes et de l'impôt sur les sociétés. Alors, on a un autre type de tableau de flux qu'on utilise également en France, c'est le tableau de flux qu'on a appelé vulgairement tableau de flux à la française. En fait, il entend présenter en un seul tableau l'ensemble de l'activité de l'entreprise et en particulier cherche à établir un lien direct entre le chiffre d'affaires et la variation de trésorerie. Alors, je vais vous présenter le tableau
des flux à la française. Donc, dans le tableau des flux, tableau de flux de trésorerie à la française, on part des recettes d'exploitation, on retranche les dépenses d'exploitation et on obtient l'excédent de trésorerie d'exploitation. On retranche les investissements, on rajoute les cessions d'actifs et on obtient le flux de trésorerie disponible avant impôt. Ensuite, on retranche les charges financières nettes des produits financiers, les charges exceptionnelles nettes des produits exceptionnels, l'impôt sur les sociétés, on ajoute les augmentations de capital, on retranche les dividendes versés et on obtient l'endettement net, qui est lui-même égal au remboursement d'emprunt, dont on retranche les nouveaux emprunts bancaires ou financiers. On ajoute la variation des placements financiers et la variation du disponible. Le disponible, c'est le cash, en fait. Donc voilà pour le tableau de présentation à la française. Alors, ne me demandez pas pourquoi on l'a appelé à la française, je ne sais pas trop. Je pense que c'est effectivement un tableau de flux qu'on utilisait de façon très courante en France. C'est pour ça qu'on l'a appelé tableau de flux à la française. Alors, c'est vrai que les professionnels, ils utilisent souvent le terme de DAFIC. DAFIC, qui est le disponible après financement interne de la croissance, pour désigner la différence excédent de trésorerie d'exploitation moins investissement industriel. En fait, c'est l'équivalent du flux de trésorerie disponible, qui est un concept évidemment fondamental en finance. En fait, globalement, cette présentation, elle servira souvent beaucoup plus à l'élaboration des prévisions financières qu'à l'analyse du passé. Alors ensuite, on a une autre représentation du tableau de flux, qui est le tableau de flux de la Banque de France. Alors cette présentation, elle propose un classement des flux en fonction de leur libre disponibilité pour l'entreprise. Après l'excédent de trésorerie d'exploitation, cette approche fait apparaître les flux que l'entreprise est obligée de payer. Les frais financiers, l'impôt sur la société, les distributions de dividendes, les remboursements d'emprunts. L'investissement, en fait, il n'apparaît qu'ensuite, suivi par les apports en ressources stables, et le tableau finit sur la variation de cette trésorerie. Alors, je vais vous présenter. Donc, sur le tableau de flux de la trésorerie de la Banque de France, on part de l'excédent brut global, qui est chez nous l'excédent de trésorerie d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation, en fait. On retranche la variation des besoins en fonds de roulement et donc on obtient l'excédent de trésorerie globale. Ensuite, on enlève les intérêts, l'impôt sur les bénéfices, les distributions mises en paiement au cours de l'exercice et les remboursements, les obligations, les emprunts bancaires, les autres emprunts. Et donc, on obtient le flux de trésorerie disponible. Ensuite, on a l'investissement productif, dont on soustrait les subventions d'investissement, on rajoute l'acquisition de participations et de titres immobilisés, les variations des autres actifs immobilisés hors exploitation, et on retranche les cessions d'immobilisation corporelle et incorporelle, et on a toujours les mêmes items, l'investissement net. Et ensuite, on a l'augmentation ou réduction de capital, plus les variations de groupe ou associés, dans les groupes de sociétés, plus les nouveaux emprunts, les obligations, les emprunts bancaires, les autres emprunts. Et donc ça représente les apports en ressources stables. La variation de la trésorerie représente le flux de trésorerie principal disponible, plus les investissements nets, moins l'apport en ressources stables. Alors, c'est vrai que ce type de tableau, il est bien adapté au cas des PME, car il fait apparaître le flux de trésorerie disponible après paiement des frais financiers, de l'impôt sur les bénéfices et du remboursement des crédits bancaires et financiers. Cette notion de flux disponible permet de réaliser des investissements, mais elle n'est pas vraiment pertinente pour les grands groupes, parce qu'en fait, dans les grands groupes, tout remboursement de crédit augmente la capacité d'emprunt et permet donc de se réendetter, ce qui est un petit peu moins vrai naturellement pour les PME. Alors, comment on construit ces tableaux de flux ? Alors, construire un tableau de flux, c'est la façon la plus élaborée qui soit de lire le haut du bilan d'une société. Quand on construit un tableau de flux structuré, on aura en général détecté certains problèmes de l'entreprise. Donc, la méthodologie, en fait, en général, quand on construit un tableau de flux, on n'utilise que la méthode indirecte. C'est la plus complète et la plus compréhensible également. Et on part du bilan économique. Les tableaux de flux, ils doivent en effet, quel que soit leur modèle, en fait, être établi grâce à la reconstitution des flux à partir de la variation des postes du bilan économique. Alors, pour le bilan économique, je vous renvoie à un live que j'avais fait, je crois, c'était au mois de janvier, dans lequel, effectivement, je traitais de cette problématique-là de façon très, très complète. Donc, je vous conseille d'aller voir ce live. Et donc, selon cette méthode, une augmentation d'un poste d'actif ou une diminution d'un poste de passif correspond à un flux de trésorerie négatif. Je vais vous mettre un tableau pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc, comme je le disais, les flux négatifs, ce sont augmentation des comptes d'actifs et diminution des comptes de passifs. Et les flux positifs, ce sont les augmentations des comptes de passifs et les diminutions des comptes d'actifs.
Alors, ce qui est important lorsqu'on fait effectivement un tableau de flux, c'est de passer des variations de compte au flux réel. Il faut donc faire certains retraitements. Par exemple, il faut éliminer les flux qui ne sont pas monétaires. Ce sont en fait des pseudo-flux qui n'emportent que le nom, parce qu'ils résultent d'écritures comptables conventionnelles sans aucun lien avec la trésorerie, en fait. On peut par exemple citer les transferts d'un poste à l'autre. Par exemple, un transfert d'IMO en valeur d'exploitation. Là, évidemment, il n'y a aucun mouvement de fonds qui a lieu, donc c'est un artifice, une écriture comptable. Les réévaluations d'actifs également, hein, parce qu'en fait, c'est une augmentation en valeur absolue de l'actif, mais il n'y a aucun mouvement de flux. Et donc, ce qui est important lorsqu'on construit ces tableaux, c'est de faire apparaître les flux et non leur solde. Parce que la variation d'un poste du bilan, elle ne correspond pas toujours à un flux. Elle peut correspondre à la différence entre différents flux contraires. Donc ainsi, il vaudra peut-être mieux faire apparaître l'investissement et non la variation des immobilisations nettes. Il sera également plus intéressant de faire apparaître les nouveaux emprunts et les remboursements d'emprunts au lieu de la variation des dettes, mais également les dividendes et non la variation des dividendes, et enfin les appels aux actionnaires et non la variation des capitaux propres qui peut résulter de la politique d'autofinancement et de l'appel aux actionnaires. En fait, il faut mettre en évidence les flux réels et non de simples soldes comptables. Donc, comme je vous le disais, pour une présentation simplifiée d'une construction de tableau, il est nécessaire de raisonner à partir du bilan économique, de calculer les variations de compte entre deux bilans successifs. Je vais vous montrer un autre tableau qui illustre ce que je viens de vous dire. Donc, effectivement, pour voir les variations de compte, on va analyser les variations de capitaux propres, les variations de dividendes à verser, les variations d'endettement net, les variations d'immobilisation nette industrielle, les variations d'immobilisation financière et les variations de besoins en fonds de roulement. Alors pour la variation des immobilisations nettes, pour passer de la variation des immobilisations nettes aux investissements de l'exercice, il faut faire un retraitement, naturellement. Donc la variation des immobilisations nettes, elle ne traduit pas l'investissement réalisé par l'entreprise. Je dis bien la variation des immobilisations nettes. Parce qu'effectivement, un investissement accroît forcément la valeur des immobilisations nettes, mais l'amortissement, par exemple, il diminue cette valeur. Donc, les investissements de la période, ils peuvent être calculés de la façon suivante. On prend la variation des immobilisations corporelles et incorporelles, on ajoute la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles, les valeurs comptables d'éléments cédés, et donc on obtient les investissements de la période. Corrélativement, au niveau de l'investissement financier, c'est le même calcul qui est effectué. On a la variation de la valeur nette des immobilisations financières. On ajoute la dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières. Et on ajoute la valeur nette comptable des titres cédés. Et donc, on obtient l'investissement financier de la période. De la même façon, pour obtenir la variation des capitaux propres, pour passer de la variation des capitaux propres à la capacité d'autofinancement, il faut faire une certaine analyse. La variation des capitaux propres, elle ne peut provenir finalement que de ressources. Les ressources internes, qui sont représentées par les variations de provisions réglementées, la variation des réserves et la variation du report à nouveau, qui, comme je vous le rappelle, qui est le report à nouveau, qui est en fait constitué par le résultat de l'exercice. Et les ressources externes sont représentées par les augmentations de capital numéraire et l'obtention de subventions d'investissement. On obtient donc l'égalité suivante. La variation des capitaux propres, plus ou moins les plus-values de cession, moins les augmentations de capital numéraire, plus la variation des dividendes à verser, plus les dividendes distribués pendant l'exercice, plus les dotations d'amortissement, moins les subventions d'investissement, et on obtient donc la capacité d'autofinancement.